Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog inoubliable, un petit peu spécial puisque cette fois-ci l'inoubliable, il ressort en salle. Il s'agit d'Akira, réalisé par Katsuhiro Otomo, qui était sorti en salle au Japon en 1988 et avait dû attendre 1991 pour sortir en salle en France. Vous n'avez pas connu cette période extraordinaire où on pouvait attendre pendant des années que des films sortent en France quand ils sortaient d'un autre pays, en particulier si c'était pas les États-Unis, mais même les films américains, ils mettaient des mois à arriver chez nous. Et donc là, ils viennent de faire une restauration 4K du film. Il se trouve que ça se passe en plein Covid-19, quand les salles ont encore du mal à avoir de la fréquentation, et donc du coup, elles aimeraient bien avoir des films qui attirent un petit peu de monde. Et donc ils se sont dit, on va marquer le coup, notre remaster 4K, on va le sortir également en salle. Alors s'il y a des fans de manga, alors il y en a qui doivent être en PLS devant le fait que je fasse un vlog sur un animé japonais, parce que je fais très peu de films animés, de dessins animés, et encore moins spécifiquement de Japanimation, pas spécialement par répulsion par le genre, mais juste parce que c'est pas un truc que je suis spécifiquement, quoi. C'est pas un truc auquel je m'intéresse régulièrement. J'ai tellement d'autres choses auxquelles m'intéresser au cinéma, et j'ai quelques domaines dans lesquels je suis plus passionné que d'autres, notamment le cinéma américain. Tout le monde me le reproche, mais c'est pas un reproche à faire. Mais donc oui, voilà, j'ai des goûts particuliers, et c'est vrai que le cinéma japonais et l'animation japonaise en général, je m'en suis beaucoup détourné, après mon adolescence notamment, mais cela dit, vous allez voir d'autres vlogs inoubliables qui vont sortir sur quelques trucs un petit peu asiatiques, animation, etc. Le voir en salle, restaurer en 4K et tout, c'est quand même des conditions de diffusion plutôt sympas pour réexpérimenter cette œuvre extraordinaire du cinéma japonais, parce que c'est une œuvre absolument essentielle et marquante du cinéma japonais. Vous n'imaginez pas l'influence qu'a eu Akira dans l'animation, mais aussi dans tout un tas d'autres domaines. C'est aussi le début d'une certaine vague anti-manga, parce que avec Akira, ont débarqué d'autres animés qui étaient un peu plus violents, genre Ken le Survivant. Il y a eu Urotsuki Doji qui est sorti l'année d'après, je crois, d'Akira, qui était lui aussi un animé particulièrement violent. Il y avait des trucs comme Megalopolis qui sortaient. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient particulièrement violentes qui sortaient avec l'animation japonaise à ce moment-là. Et je crois qu'en partie, c'est venu avec Akira. Mais le Japon en général a un rapport au corps qui est très différent de l'Europe, et c'est beaucoup plus courant dans le cinéma japonais d'avoir des choses qui sont beaucoup plus graphiques et qui sont beaucoup plus crues par rapport au corps humain, notamment quand il se fait charcuter ou quand il fait des trucs un peu bizarres. Ghost in the Shell aussi était un film qui entretenait beaucoup ça. Bref, je suis en train de faire beaucoup de choses sans parler vraiment du film. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'histoire d'Akira n'a rien à voir avec le personnage d'Akira, ou très peu de choses à voir. Le personnage d'Akira apparaît subrepticement. L'histoire du film se déroule autour d'un groupe de potes, on va dire que c'est un casting d'ensemble, un ensemble de personnages. Le principal étant Tetsuo, qui est un jeune garçon qui fait partie d'un gang de bikers, avec son ami d'enfance, notamment Kaneda, qui est un peu son modèle ultime. C'est notamment à cause de la sublime moto qu'il conduit pendant tout le truc, qui fait baffer absolument tout le monde, y compris moi, qui suis pas du tout un fan de mécanique ou truc dans ce genre-là. Tu sais que la moto d'Akira à l'indienne qui est absolument génialissime. Et je crois, il y a une anecdote là-dessus, mais je crois que le design de la moto change régulièrement. Je sais pas si c'est dans le film ou dans le manga, peut-être même dans les deux. Oui, parce que c'est un manga, bien sûr, à la base, avant d'être un film animé. Mais je crois que le design de la moto, il change régulièrement. En fait, je me souviens d'avoir lu ça il y a quelques temps. Donc c'est pas impossible. Mais bon, bref. La moto de Kaneda, Kaneda, c'est le modèle absolu de Tetsuo. Et pendant une soirée où ils sont en train de se battre contre un gang adverse, le gang des clowns, Tetsuo a un grave accident lorsqu'il tombe face à face avec un jeune garçon étrange, qui a la taille d'un jeune garçon et le physique d'un jeune garçon, mais qui a l'air très très vieux. Et lors de cet accident, il est récupéré par les forces de l'armée qui vont expérimenter sur lui un certain nombre de drogues, et qui vont faire tout un tas d'expériences et de relevés par rapport à comment son corps fonctionne, pour voir s'il pourrait être compatible avec certaines drogues. Ces drogues étant celles qui activent chez certaines personnes. Tetsuo va donc commencer à développer ses pouvoirs, mais de façon extrêmement rapide, et après avoir vécu une vie particulièrement difficile. Son seul soutien, on en reparlera vite fait, mais son seul soutien, c'est grosso modo Kaneda et le groupe de bikers qui s'est formé du coup avec ses amis. Jusque-là, il était très, très rejeté. Et donc, son pouvoir va monter à la tête de Tetsuo, et Tetsuo va péter un câble, chercher à utiliser son pouvoir et à accumuler encore plus de pouvoir, et devenir quasi inarrêtable. Donc, comment va-t-on se débrouiller pour arrêter Tetsuo? C'est la grande question qui va être posée par Akira. La grande question pour ce qui est du scénario de base, les thèmes, grosso modo, qui sont abordés dans Akira, sont des thèmes qui sont extrêmement traditionnels par rapport aux films japonais et au cinéma japonais et aux récits japonais en général. Le conflit intergénérationnel, le traumatisme causé par la bombe atomique, et le poids mis sur les épaules de la nouvelle génération, notamment jusqu'aux années 2000 et quelques. Ils se sont pas mal calmés à ce niveau-là, parce qu'ils avaient un taux de suicide chez les adolescents qui devenait extraordinairement élevé, qui
catastrophique, quoi. Il y avait une pression sur la jeune génération et sur les jeunes japonais pour exceller et pour devenir absolument extraordinaire, qui était très particulière, avec un soupçon de devoir se racheter pour des erreurs passées, ou devoir essayer de rattraper des erreurs passées. On sait que le Japon a eu un passé particulièrement sombre. Je sais pas si c'est de là que ça vient. C'est là, pour le coup, je vous avoue que c'est un peu de la philosophie de comptoir, ce que je vous fais. Tout ça, c'est des thèmes qui étaient, qui sont très prévalents dans le cinéma japonais, notamment de l'époque entre après-guerre et 2000. Et c'est vrai que c'est clairement la question qui est abordée dans ce film-là, parce que donc du coup, Tetsuo, c'est un jeune, c'est un adolescent par définition. On a beaucoup d'enfants qui représentent un certain potentiel en tant que, là je dis en tant que symbole, quoi, en tant que métaphore. Ils représentent un certain potentiel parce que tous ceux qui ont des pouvoirs sont des enfants et sont jeunes. Donc c'est en gros le pouvoir pas encore teinté d'idéologie, de machin dans ce genre-là. On y reviendra à cette question-là. L'idéologie, mais clairement il y a ce conflit entre les jeunes et les autres. Il y a cette scène qui est magistrale où t'as les gamins qui sont dans la salle du directeur et qui l'écoutent pas et qu'ils se reçoivent une volée de baffes à la suite. Le fait qu'il appelle un des flics Pépé, etc. Enfin, il y a tout un tas de conflits par rapport à toute une génération. Il y a un moment où le général regarde la foule et dit que la ville a perdu, les citoyens ont perdu le désir de reconstruire. Il y a un autre vieux à un moment qui dit que la ville est carrément un fruit trop mûr et qui est en train de pourrir et qu'il faut tout raser pour repartir sur des bases fraîches, etc. Donc il y a vraiment cette question de conflit générationnel, ce qui donc amène logiquement au poids mis sur les épaules de la nouvelle génération, aux épreuves, aux erreurs passées qui sont rattrapées. Et le traumatisme de la bombe, il est au centre de l'œuvre. Je veux dire, le film commence avec l'explosion gigantesque. La question que je me pose un peu plus, c'est, et j'ai fait quelques petites recherches, j'ai rien trouvé de gros sur Google, est-ce qu'il y avait pas mal de tensions sociales à l'époque, ou pas? Est-ce qu'il y avait pas mal de manifestations dans la rue, etc. Est-ce que ça transmettait un malaise qui existait véritablement, qui se voyait dans la rue à cette époque-là, ou récemment, aux alentours de cette époque-là? Je sais pas trop. J'ai vu qu'il y avait eu un gros changement dans la façon de gérer l'économie à partir de 1985. Peut-être que c'est un truc qui est évoqué dans ce truc-là. Il y a il y a des petits détails qui passent inaperçus à notre époque. Mais à l'époque, la canette de coca dans un film japonais, ça a un sens particulier, quoi. Ça a vraiment un sens d'impérialisme américain aussi, et comment ils traitent la canette dans le truc, du coup, ça fait tout ça. Je sais pas si je cherche un peu trop là-dessus. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'informations sur cette période-là, donc s'il y a des personnes qui peuvent à nouveau me renseigner à ce niveau-là, je vous en prie, les commentaires sont là pour ça. Pour entrer du coup un peu plus dans l'analyse de tout ça, en son centre, on peut dire que c'est un film qui est sur le potentiel humain, et je m'en étais vraiment pas trop rendu compte jusque-là, à cause c'est le discours de Kay, en fait, que j'ai toujours trouvé très brumeux, pendant très longtemps quand j'ai vu ce film, et là, au dernier revisionnage, j'ai enfin compris tout le truc, et je me suis fait une petite réflexion, c'est que, les pouvoirs de Tetsuo sont définis par Kay comme étant le potentiel humain. C'est-à-dire que elle dit en gros alors bon, il y a des spoilers là à partir de là pour ceux qui voudraient pas trop en avoir, même si c'est plus sur la métaphore du truc, mais on va dire qu'il y a des spoilers si jamais vous avez envie de sauter le truc, je vous mets un timecode. Mais en gros, elle explique que le pouvoir d'Akira, c'est le pouvoir du potentiel humain, le pouvoir du potentiel, on va dire tout court. Et elle explique que Akira, c'est le potentiel de sa forme la plus absolue, le pouvoir de sa forme la plus absolue. Et la confier à des humains, comme Tetsuo par exemple, c'est l'équivalent de confier le pouvoir d'un humain à une amibe. Il se trouve que c'est le scénario aussi d'un autre film qui s'appelle Lucy. Et je dis donc, c'est marrant, il y a des points communs entre des films que j'aime bien quand même qui sont assez évidents. Du coup, des fois, je me suis rendu compte du coup que Lucy effectivement remâche une bonne partie des choses qui sont dites dans Akira à sa façon, c'est-à-dire dans une version qui est plus positive, superficielle, diront certains. Pour ce qui est du film, du coup, ce qui est intéressant, c'est que il utilise ce pouvoir pour faire une métaphore de comment le pouvoir est géré dans la société, en fait. Et il illustre 4 formes de pouvoir différentes, qui ont chacune une utilité différente, ou un pouvoir différent. Il y a le pouvoir scientifique qui a le pouvoir de faire évoluer, le pouvoir politique qui permet de gérer, et gérer les choses, ça implique nécessairement à un moment ou un autre de gérer leur aspect économique également, le pouvoir militaire qui a le pouvoir de protéger, et il y a le pouvoir révolutionnaire, parce qu'il y a un groupe de révolutionnaires qui est central à l'histoire de toute cette histoire et de tout ce film, et le pouvoir révolutionnaire, son pouvoir, c'est de remettre en question les autres pouvoirs qui sont en place, justement. Ces 4 formes de pouvoir se battent entre elles pour obtenir le pouvoir, chacun dans un but différent, chacun avec une idéologie spécifique, ce but et cette idéologie étant destinés au peuple
qui est du coup celui qui est géré par le pouvoir en fait. J'espère qu'il n'y a pas eu un trop gros changement de lumière, mais j'avais un reflet de soleil qui venait faire chier ma lumière, donc du coup voilà, j'ai un peu tiré le rideau, excusez-moi. Et donc dans le scénario d'Akira, le pouvoir tombe dans les mains d'un civil, il tombe dans les mains du peuple, et ce qui est mis en avant, c'est que la réaction du coup de cet humain quand il a ce pouvoir, elle va dépendre de comment est-ce que tous les autres pouvoirs l'ont traité jusque-là en fait. Et c'est là que je dis que du coup le passé de Tetsuo est particulièrement violent et même sa vie actuelle est particulièrement violente. Et c'est là du coup qu'on va pouvoir commencer à passer à l'analyse plutôt mise en scène. Akira, c'est un film qui va insister sur tout ce qui est douloureux, qui va faire des gros plans sur les scènes et les actions les plus violentes, qui va insister pour montrer les chiens en train de se faire tirer dessus, des gens se faire exécuter, montrer une violence très graphique et gore au niveau organique. Le corps de Tetsuo échappe à son contrôle, il a des hallucinations, il a des trucs particuliers qui sont extrêmement violents. On a une insistance sur le corps étant détruit avec le bras qui se fait rouler dessus, on a des ralentis pour magnifier les scènes de violence et ou pour les montrer dans tous leurs détails, pas forcément pour les magnifier, mais pour rendre encore mieux compte de la violence de l'impact avec l'utilisation par exemple d'un ralenti. Et puis on vit déjà dans un contexte qui est globalement extrêmement violent. On est dans une ville cyberpunk, qui sous-entend un certain degré de crasse, un certain degré de violence, notamment par exemple une répression de la part de l'État envers les manifestants, qui sont donc les révolutionnaires qui sont un peu partout. Une répression qui est tout à fait méritée dans le film, puisque il y a des terroristes qui font péter des trucs un peu partout et qui butent un peu tout le monde. Ce qui est intéressant, parce que personne n'a totalement raison en fait dans cette histoire-là. Les révolutionnaires ont peut-être une envie intéressante, mais ils font mourir tellement d'innocents dans leur truc que du coup il y a un truc qui est particulier par rapport à leur combat. Et même les riches ont parmi eux une taupe qui d'ailleurs a un design de taupe, je trouve ça assez rigolo, qui en fait finance et fait fuiter des informations à la résistance pour lui permettre de faire tomber le pouvoir en place, ou en tout cas de lui mettre certains coups à certains moments quoi. Donc il y a un truc qui est particulier dans cette gestion des pouvoirs, c'est pas un truc complètement fermé non plus, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Même la foule est pas montrée particulièrement convaincue, elle est décrite un moment par les militaires comme étant juste un attroupement de badauds et de curieux avec quelques illuminés religieux au milieu. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans la vision du monde qui est proposée par le truc, où personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort en fait. T'as l'impression que même la ville cyberpunk est pas si désagréable que ça à vivre. Ils ont pas l'air d'être malades, ils ont pas l'air de... C'est-à-dire on voit pas où est-ce qu'ils vivent, on voit pas leur maison, on voit pas les trucs dans ce genre-là, mais ils ont pas l'air non plus de vivre des vies absolument catastrophiques. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est plus de l'ordre du questionnement que d'autres films qui sont plus de l'ordre de l'idéologie carrément quoi. C'est plus juste remettre en question, c'est donner la question et la réponse dans le même package. Et là pour le coup c'est juste une remise en question et c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Et du coup il y a pas que de la violence dans le monde d'Akira, il y a aussi de la beauté. Elle est plus compliquée à trouver parce que le sujet direct du film c'est plutôt la situation où ça va mal, mais il y a quand même de la beauté à trouver. Il y a des relations d'amitié qui sont du coup assez fortes, qui permettent du coup un certain degré de respect, qui d'ailleurs à mon sens, est un peu attaqué par la VF. Il y a une réplique notamment que je viens de découvrir, qui a été traduite très bizarrement par la VF. Quand Tetsuo est en train d'observer la moto de Kaneda, il est en train de voir qu'elle est absolument géniale. Et quand Kaneda arrive, Tetsuo dit « Ouais, mais je pourrais la conduire, j'ai le niveau, je suis assez fort, etc. » Et en français, je me souviens parfaitement de la réplique, Kaneda lui répond « Ne me fais pas rire, apprends plutôt à conduire sur un tricycle. » Ou un truc dans ce genre-là. Ne me fais pas rire, va d'abord apprendre sur un tricycle. Ce qui est super méchant au final. Et en fait, le truc c'est que c'est justement un moment du film où tu dois te rendre compte que Kaneda est une des rares personnes qui est pas constamment en train de rabrouer Tetsuo. Et il lui dit pas, genre, t'es pas capable de conduire. Il lui dit, mais t'as qu'à en voler une si t'es capable de la conduire. Je crois que c'est ça, hein, précisément. Ce qui est pas la même chose que de se moquer vraiment des capacités de Tetsuo, en fait. Et je trouve que du coup, en VF, ça change le rapport qu'il y a entre les deux. Parce que Kaneda est l'une des rares personnes qui n'a jamais rabroué Tetsuo. Il explique que quand il était plus jeune, il était toujours isolé, que Tetsuo qui se faisait martyriser par les gens, etc. Et c'est lui qui est venu l'aider, et c'est lui qui du coup lui a permis de se développer un cercle d'amis jusqu'à arriver au gang de bikers à qui tout violent qu'il soit, et tout de même un groupe soudé qui permet de donner un petit sens à la vie de Tetsuo, qui a aussi du coup son chef, son leader, qui est son modèle, etc. avec Kaneda. Donc il y a un truc qui est bon et sous-jacent un peu toute la merde qui est au-dessus en fait. Il y a des histoires d'amour qui sont intéressantes. Tetsuo et son premier réflexe c'est pas d'aller voir son groupe de potes, c'est d'aller voir la nana dont il est amoureux, avec qui il peut vraiment parler, avec qui il fait tout un tas de trucs.
Même Kaneda, quelque part, est concerné par ça. Bon, il a une relation qui est très protectrice avec Tetsuo, donc déjà, il y a ce côté-là, mais il est lui-même mis en rapport avec l'amour avec le personnage de Kei, que grosso modo, il suit parce qu'il a envie de se la taper. Et c'est à peu près tout. Donc, il risque de se faire cancel, Kaneda, par certaines personnes après avoir vu le film, mais il se fait cancel par Kei en premier lieu. C'est la première à lui mettre des stops, à lui dire qu'il est en train de se faire des films, etc. Donc, voilà. Et il n'est pas non plus agressif, c'est-à-dire qu'il c'est pas de voler des trucs, etc., etc. Donc, il y a l'amour aussi qui est présent dans le truc. Et même la ville en elle-même, par exemple, la mégapole, qui pourrait être un truc fondamentalement négatif, elle est représentée de façon très belle. Si vous regardez tous les plans, c'est des plans qui la mettent en valeur. Les plans avec tous les spots qui illuminent le ciel, les couleurs qui sont utilisées pour les bâtiments, on n'a pas un truc d'acier très gris et très terne, etc. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a des couleurs, il y a des rouges, les lumières de la ville qui se reflètent, etc. Enfin, c'est quand même représenté de façon extrêmement belle, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose qui est vachement intéressant par rapport à cette représentation. Et puis il y a des choses plus personnelles pour les personnages qui sont aussi plutôt belles. Les flashbacks de Tetsuo sur sa relation avec Kaneda sont tous baignés d'une énorme lumière et du coup montrent quelque chose de particulièrement beau entre les deux. Et on a des choses qui sont vraiment plus du domaine plus purement humain. Par exemple, le fait de voir le personnage de révolutionnaire du film tenir juste assez longtemps pour voir la révolution qu'il espérait arriver sous ses yeux. Quelque chose d'assez beau dans le traitement de ce personnage qui est plutôt intéressant. Donc, si on pourrait résumer, Akira, c'est violence et poésie. C'est un film qui va montrer des choses qui sont extrêmement marquantes et extrêmement violentes et qui va les montrer de la façon la plus belle et poétique qui soit. Et c'est là qu'on va vraiment passer dans la question visuelle et de la question de la mise en scène et de ce qu'on peut faire du coup avec l'animation. Et quelque chose qui est vachement intéressant avec ce film, c'est à quel point il essaye de mimer la mise en scène cinématographique traditionnelle. La quantité de plans dans ce film, par exemple, est très inhabituelle pour l'animation, parce que tu peux faire plein de plans quand tu tournes un film, la pellicule coûte cher, t'as besoin d'électricité pour faire des tournages, etc., t'as besoin de lumière et tout le bordel, mais une fois que t'as ta lumière et tout le reste en place, ta caméra, tu peux la mettre dans tous les angles que tu veux, tu peux faire autant d'angles que tu veux, tu peux rester sur la scène pendant 3 jours si t'en as envie, si t'es vraiment dans le cinéma et que tu peux te le permettre niveau budget. En animation, le moindre plan demande des jours, des semaines, voire des mois de travail. Et malgré tout, il y a autant de plans dans ce film que dans un film traditionnel, et j'ai même envie de dire que pour le rythme de montage de 1988, il y a plus de plans dans ce film que dans n'importe quel film américain de l'époque, et n'importe quel montage occidental de l'époque, peut-être même aussi dans le montage oriental, mais je suis beaucoup moins bien placé là-dessus. Le cinéma indien peut-être a plus d'inserts et de cuts et de trucs bizarres, mais le rythme et le nombre d'images à la seconde qu'il y a dans ce film, c'est particulièrement impressionnant, notamment pour l'animation, et peut-être même supérieur à ce que faisait le cinéma traditionnel à ce moment-là. Mais c'est intéressant de voir à quel point tous ces plans essayent de reproduire les codes traditionnels du cinéma pour ensuite les amener plus loin. Notamment avec la multiplication des plans que je vous ai dit. Visuellement, déjà, bien sûr, il y a une qualité dans tous ces backgrounds et dans toutes ces et dans tout le reste, c'est qui est absolument extraordinaire. Il y a ce plan sur la lumière qui clignote, la lumière du bar qui clignote au début du film. C'est juste 2 plans qu'on fait switcher, soit de façon brusque, soit avec un fondu de l'un à l'autre. Mais ça a un rendu d'un réalisme qui est absolument saisissant, et absolument tout le film est fait comme ça. Les matte paintings sont gigantesques, avec le moindre point de lumière dessiné au pinceau sur tous les immeubles. Enfin, c'est des trucs qui sont d'un niveau de détail absolument extraordinaire et qu'on penserait ne pouvoir voir que dans le cinéma live action. Et il y a aussi un truc qui est très particulier par rapport à l'animation même, c'est que tous les plans d'Akira bougent, ou en tout cas montrent du mouvement. Si c'est juste un background, il y aura une lumière qui va être animée dans un coin, il y aura de la fumée animée dans un coin, il y aura un personnage de background qui va bouger dans un coin. Et même les personnages de background, justement, ont toujours un mouvement. La plupart des films japonais, la plupart des films d'animation, aujourd'hui déjà utilisent une foule de 3D par exemple pour faire des mouvements de foule, mais même quand on faisait de la foule en 2D, on mettait un truc 2D de foule assez fixe, peut-être une petite boucle qui se répétait de temps en temps pour essayer de donner l'impression que la foule marchait ou un truc dans ce genre-là. Mais là, vraiment, tous les personnages bougent, que ce soit les personnages importants, les personnages qui parlent ou pas, les personnages sont constamment animés, alors que on est traditionnellement dans le truc japonais, dans la tradition de la pause, ou du cycle, de la boucle d'animation, comme je l'ai dit, qui se répète du coup. Ça va jusque dans un détail particulier, c'est il y a un moment où il y a un des amis de Tetsuo Kaneda qui appelle Tetsuo, et il crie Tetsuo en regardant le haut. Et là où n'importe quel truc d'animation japonais aurait regardé la bouche ouverte en grand pendant tout le haut,
et ben, il y a une petite variation chez lui par rapport à la puissance du haut qui fait que la bouche est plus ou moins ouverte. Il y a il y a une fluidité d'animation et un degré de détail dans l'animation jusque dans les moindres recoins des plans et dans le moindre plan qui est absolument extraordinaire. Et c'est sans même évoquer le degré de détail, par exemple, des plans de destruction ou des choses dans ce genre-là. C'est les plans où on a des débris, où on a des immeubles qui sont détruits, où on a le sol qui se fissure, ou des trucs dans ce genre-là, où on a des explosions, où on a de la fumée. La quantité de détails qui est mise sur l'animation de choses qui fourmillent d'informations, etc., et des petits éléments à reproduire dans tout un tas de trucs différents. Enfin, c'est absolument extraordinaire le travail qui a été fait sur l'animation de ce film, quoi. Personne ne peut le nier. Ils ont même été jusqu'à reproduire des défauts visuels. Il y a une scène où on ouvre, il y a plusieurs scènes où ils le font, mais celle qui m'a marqué et pour laquelle j'ai marqué ça, c'est quand ils ouvrent la porte qui mène au grand truc congelé, là, pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. La porte s'ouvre en laissant passer une énorme lumière très aveuglante, et ils ont même reproduit les défauts visuels que provoquerait une lumière aussi aveuglante sur l'objectif et sur la pellicule d'une caméra, si ça avait été filmé en vrai, en fait. Il y a ce petit point de noir qui a du mal à disparaître et qui reproduit du coup l'effet qu'aurait donné la lumière si ça avait été tourné en live action avec de la pellicule argentique, quoi. Donc il y a un souci du détail dans cette animation qui est absolument dingue, et aussi quelques petites révolutions très discrètes mais utilisées de là où il le faut. Par exemple, c'est un film qui utilise la 3D correctement pour faire un truc qui aurait été vraiment quasi impossible à faire en animation 2D, parce que l'animation 2D est très très intéressante, elle peut faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont très compliquées. Je veux dire, par exemple, faire quelque chose qui bouge en perspective, c'est à s'arracher les cheveux, quoi. Donc, évidemment, ils ont des techniques pour le faire au bout d'un moment, mais sur le principe, c'est à s'arracher les cheveux. Donc, il y a certains trucs qui sont plus faciles à faire par l'informatique, et notamment, par exemple, les espèces d'auras de Tetsuo qui sont analysées par les scientifiques. Ça, c'est un truc qui est en animation 3D, et à l'époque, c'était le summum de la technologie 3D, mesdames et messieurs, les meilleures images de synthèse du monde, c'était juste un pauvre petit truc qui bouge comme ça avec une petite aura, mais ce genre de choses, un mouvement comme ça qui est vraiment défini dans le volume et qui doit rester défini dans le volume, avec une texture en plus au milieu du truc, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux en animation 3D, et à ce moment-là, ça devient intéressant de le faire. Il y a beaucoup de moments où ils le font dans l'animation japonaise qui, pour moi, n'est pas du tout utile, l'animation en général d'ailleurs, bien sûr. Et pour finir vite fait sur la lumière, il y a aussi un travail justement de diverses sources de lumière. L'animation tend à essayer de garder la même source de lumière globalement dans une scène. Quand on est dans une pièce, la pièce entière a la même luminosité, la même teinte, les mêmes choses, et on évite de faire interagir les personnages avec plusieurs sources de lumière différentes. Et il y a des scènes dans ce film dans lesquelles justement les personnages sont soumis à plusieurs types de luminosité, plusieurs types d'ambiances différentes. Il y a un plan où le scientifique et le militaire sortent de la chambre où ils font les analyses d'aura. Et donc il y a une lumière plutôt jaune, orangée qui sort du truc d'analyse. Il passe dans un coin extrêmement sombre et ensuite il ressort dans un coin qui est extrêmement verdâtre. Et il y a des interactions comme ça de lumière pareil dans l'animation, c'était pas si courant que ça à l'époque et c'est encore très difficile à trouver aujourd'hui. On aime bien avoir des ambiances qui sont très généralisées. Quand on fait une scène c'est beaucoup plus facile à coloriser en fait. On peut rester dans des gammes de couleurs très très précises. T'as grosso modo une couleur pour ce qui est éclairé, une couleur pour ce qui est dans l'ombre. Et moi personnellement, ce qui me bluffe et qui est extraordinaire pour l'époque déjà, et c'est pour ça que ça me rend fou qu'aujourd'hui on gruge systématiquement ce genre de plans avec des plans 3D, de la fausse 2D, des trucs dans ce genre-là, qu'en général on fasse de la fausse 3D, quand on voit ce qu'on peut faire avec Akira, c'est les plans en mouvement. Quand on filme en live action, on se pose pas la question du mouvement de la caméra, c'est un détail qui s'ajoute en plus dans la narration, dans le storytelling, ça rend l'image un peu plus dynamique et ça peut permettre de transcrire certaines choses, le rapprochement d'un objet avec la caméra peut nous dire est-ce qu'on doit le craindre, est-ce qu'on doit au contraire être heureux qu'il se rapproche, etc. Et en animation, c'est extrêmement compliqué à faire. Animer une perspective en animation, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quand un personnage reste sur un plan fixe, t'as juste animé les éléments indépendamment les uns des autres. Les mains, les bras, les machins, les cheveux qui peuvent, les mèches, etc. Quand tu dois l'animer en profondeur, tu dois petit à petit réduire les proportions et les détails qu'il y a sur absolument tous ces trucs-là. Des plans comme la voiture de flic qui se rapproche petit à petit de la caméra qui déjà est en mouvement parce qu'elle est en train de reculer sur la route pour pouvoir les cadrer en face. Et t'as vraiment une notion de caméra du coup dans un plan comme ça. Les plans où t'as la caméra qui est en train de se faufiler dans les couloirs parce que soit les personnages sont sur une moto, soit parce que leur esprit est en train de traverser un truc. Le travail de la reproduction du réel et du cinéma réel jusque dans les travelling et dans le rapport petit à petit progressif avec certains environnements, certains décors, il est absolument génial. Alors je sais pas comment ça s'appelle cette technique, mais on déplace
les éléments du décor qui sont sur une mate, donc sur un calque, sur un celluloïd à la base, qui ont été dessinés sur un celluloïd, et on les déplace devant l'appareil qui sert à prendre la photo pour la frame finale qui est sur le 35 mm. Et il y a un truc où il rentre dans cette pièce et il y a le fond qui est en train de grossir petit à petit. Il y a les deux parties du couloir qui sont en train de partir sur les côtés. Et il y a l'arbre qui est en train de monter, et t'as l'impression que c'est un plan, que c'est un travelling avant, qui est en train d'arriver sur un truc, alors que rien n'est dessiné en mouvement, tout est dessiné en 2D, mais juste la façon de bouger les calques fait que t'as l'impression du mouvement. Donc c'est quelque chose qui est absolument génial, sachant qu'évidemment de base, étant du dessin, on reproduit très facilement les plans fixes, mais on essaye de reproduire tout style de plan fixe, on n'essaye pas juste de reproduire un gros plan par-ci et un plan large par-là, ou dans ce genre-là, on essaye vraiment d'avoir tous une grande variété de rapports de l'objet avec la caméra. On peut filmer de 3/4 d'eau par le dessous avec le personnage qui est comme ça en dessous, en train de regarder en l'air. On peut vraiment mettre la caméra un peu partout où on veut, que ce soit fixe ou que ce soit en mouvement. Akira peut mettre sa caméra partout. C'est quelque chose qui est particulièrement bluffant, et c'est en partie ce qui a inspiré pas mal de cinéastes à l'international. Je veux dire, Matrix en bonne partie vient des images aussi qui sont montrées dans Akira, quoi, de ce rapport au ralenti, de ce rapport à la ville énorme, etc., au bâtiment, enfin même les pouvoirs par exemple qui sont développés. Il y a tout un tas de choses qui sont inspirées par Akira et qui ont été inspirées par Akira dans tout un tas de domaines très différents. Et cette fluidité fait encore plus ressortir le réalisme, mais aussi le grandiose, parce que c'est ça qui est vachement impressionnant aussi, c'est que du coup avec l'animation tu peux dessiner un peu tout ce que tu veux et tu peux te permettre un grandiose que tu crois pas forcément qui n'était pas forcément accessible avec du live action. Même les effets spéciaux étaient limités justement pendant très longtemps avant qu'on soit avec les effets spéciaux numériques. C'est pour ça que je déteste les personnes qui ont des problèmes avec les images de synthèse. Les effets spéciaux étaient très limités dans ce qu'ils pouvaient montrer pendant très longtemps, et l'animation, elle, pour le coup, l'était pas du tout. Et il y a des scènes de destruction qui sont absolument dingues dans ce film, qui auraient pas pu être montrées avec du live action, ne serait-ce que parce que quand tu fais du live action pour montrer la destruction, il faut montrer une miniature ou une maquette, et tu peux pas rajouter des humains dessus, alors qu'en animation tu peux, par exemple. Et ça, pour le coup, le fait de pouvoir voir les humains au milieu de la destruction, c'est aussi ce qui renforce énormément la violence d'Akira. Le fait de voir des humains au milieu de la destruction, en train d'essayer de s'en sortir, de se réchapper, de se raccrocher à un truc, d'y arriver plus ou moins, et juste après de voir que la destruction est tellement gigantesque que même si t'as réussi à te sauver de ce truc-là, il y a quand même un truc après qui te tombe sur la gueule, parfois littéralement un morceau d'immeuble qui te tombe sur la gueule, et tu vas pas, du coup pas y survivre, et il y a du coup une violence psychologique énorme dans ce genre de scène, quoi. Je vais te montrer la vacuité de l'humain à essayer de s'en sortir et à essayer de se défendre, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est très très glaçant à voir. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont intéressants, et il y a des plans, genre le plan large sur le stade qui est en train de, pas le stade, mais enfin à côté du stade, alors, le truc autour d'Akira qui est en train de s'effondrer, et qui a toute cette fumée qui sort et ces tuyaux qui sont en train de bouger en faisant sortir de la vapeur cryogénique et des trucs dans ce genre-là. Enfin, c'est des plans qui ont un rendu absolument grandiose et absolument extraordinaire, et l'échelle de destruction qui est montrée dans Akira et dans le climax de Akira par exemple a sans doute inspiré plus d'un film de Roland Emmerich et de fans de films catastrophes en général, quoi. C'est aussi quelque chose, montrer une ville être détruite, c'est encore plus impressionnant que montrer un humain être détruit, parce qu'on sait qu'un humain c'est fragile. La destruction d'une construction humaine est vachement intéressante, parce que tu sais que la construction est très très longue. Tu vois que c'est des choses qui résistent à beaucoup de choses, enfin notamment au Japon par exemple, les bâtiments sont conçus pour résister à des séismes, à des ouragans, à des tsunamis, etc. Et voir du coup des bâtiments être détruits définitivement, c'est quelque chose, c'est la destruction ultime, c'est l'image de cataclysme et apocalyptique absolu en fait. C'est la ville en ruine, c'est la construction humaine qui est gigantesque, qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, et qui est entièrement réduite en ruine en une action, quoi, en un truc. Comme avec une bombe par exemple atomique ou des trucs dans ce genre là. Ça devient très long, mais j'ai deux dernières petites choses à aborder avant de finir. D'abord, le montage. Je vous ai parlé du nombre de plans du film. Ce qui est intéressant avec ces plans, c'est comment est-ce que tu les associes les uns avec les autres. Il y a par exemple une présentation de la scène qui est vachement intéressante quand Tetsuo passe vraiment de l'autre côté et qu'il inverse totalement les rapports de force qu'il avait avec le monde qui était le sien jusque-là. C'est un moment où il descend dans le bar qu'on a vu au début du film pour essayer de se trouver des drogues pour calmer ses problèmes avec ses pouvoirs. Et quand il arrive dans le bar, on a un plan subjectif depuis sa tête sur les marches de l'escalier qui mènent à la porte du bar, qui est un bar qui est en sous-sol, qui est caché en sous-sol. Parce que c'est un bar qui est pas très réglo. Donc, on commence la scène en l'introduisant comme ça, avec ce subjectif, et ensuite, on rentre à l'intérieur du bar, et Tetsuo commence à parler. Et ensuite, ses amis arrivent, et là, en fait, on a le plan qui est exactement opposé
à celui dans lequel est arrivé Tetsuo. On a un plan qui filme non pas en bas des marches de l'escalier, mais en haut des marches de l'escalier, ses amis qui sont en train d'arriver, et ensuite quand ils arrivent, on a la suite de la scène. Donc en fait, il y a toute une scène qui est construite en miroir en fait, de façon assez intéressante, avec le même plan, ou en tout cas un plan qui est filmé à partir du même endroit, dessiné à partir du même endroit, on pourrait dire, qui se répondent en termes de sens. C'est-à-dire que vraiment le rapport de force c'est totalement inversé, et on le montre en montrant un plan et son inverse opposé quelques secondes après. Il y a un travail des fondus qui est particulièrement intéressant. Au tout début du film, déjà, on a ce fondu de l'explosion jusqu'à la nouvelle map de Neo Tokyo dans le futur, qui est vachement impressionnant et qui, du coup, montre le côté passage du temps, fait une ellipse et montre la quantité de dégâts qui a été créée par cette explosion. Mais on a surtout, à plusieurs reprises dans le film, des fondus qui arrivent pendant des scènes qui sont particulièrement chaotiques. Quand on va finir une scène, ou une séquence plutôt, une séquence c'est un ensemble de scènes qui racontent une chose précise, et on a une séquence tant qu'on traite un sujet particulier, par exemple la course-poursuite, et une fois que la course-poursuite est finie, on passe à une autre séquence qui est une autre succession de scènes. Et régulièrement, il va finir certaines scènes qui se finissent sur un chaos particulier, avec un fondu sur le noir. D'autres scènes vont se finir normalement avec un cut sans rapport, enfin sans truc précis pour marquer une séparation, mais il y en a qui vont se finir avec un fondu au noir quand elles ont rapport au chaos. Quand les politiciens, par exemple, sont en train de gueuler sur le militaire qui quitte la salle, ou à d'autres moments où les personnages, où par exemple on vient d'avoir une explosion et donc on va pas filmer un chaos de personnes qui sont en train de parler, mais on va filmer le chaos de la fumée qui est du coup un symbole du chaos, quoi. La fumée, ça veut dire qu'il y a eu une destruction, quelque chose qui a brûlé quelque part. Donc c'est un plan qui finit sur le chaos et qui finit avec un fondu au noir sur le chaos. Ce qui est plutôt intéressant. Il y a ça participe à cette façon un peu poétique de traiter cette violence, cette noirceur, ce chaos, cette crasse. C'est quelque chose qui est aussi rendu par un effet de montage qui est plutôt un effet de montage, mais là pour le coup c'est fait par le dessin, mais en principe ce serait un effet de montage si c'était fait en film live action. Mais cette décision de mettre des traînées sur les phares des motos des personnages, qui a un côté très éthéré, ça rappelle un peu le problème des caméras analogiques de l'époque. Les caméras analogiques avaient beaucoup de problèmes de traînées avec les sources très très lumineuses, ça faisait souvent des grosses traînées sur les écrans, donc c'était quelque chose d'assez particulier. Et du coup un côté extrêmement moderne dans l'image, en exploitant cette faille des trucs analogiques. Mais il y a aussi quelque chose comme ces personnages laissent une trace dans l'histoire, comme quoi ils laissent quelque chose d'important, leur parcours a un sens, et c'est pour ça que du coup on le voit s'effacer plus lentement. Il y a quelque chose qui est assez beau et assez intéressant, cette façon simplement de représenter les lumières dans le film, quoi. C'est quelque chose qui est assez fou. Et le dernier truc qui fait de Akira un chef-d'œuvre très particulier, c'est sa gestion du son et de la musique en général. Pour ce qui est de la gestion du son, on a un travail global du silence qui est très particulier. Il y a beaucoup de scènes dans ce film qui, dans n'importe quel film moderne et n'importe quel film de l'époque, auraient été bruitées, et qui ici sont silencieuses. Notamment par exemple, les hallucinations que peut avoir Tetsuo quand il est vraiment en train d'halluciner. C'est d'ailleurs ce qui te fait comprendre que c'est une hallucination, c'est que tu dis, ça doit pas exister parce que ça a pas de son. Donc il doit y avoir un truc qui est particulier par rapport à ce que je vois à l'écran là en ce moment. Mais du coup, c'est un traitement qui est vachement intéressant à travailler. Il y a aussi un traitement de la tension par rapport au silence. Par exemple, Kaneda et son groupe sur le pont à côté de Tetsuo vont voir des lumières arriver au loin pour commencer par se dire tiens, c'est quoi ce truc, c'est bizarre. Et quand la lumière va arriver sur la caméra entre guillemets et les personnages, là d'un seul coup le son débarque et t'as le bruit de l'hélicoptère qui à la base aurait jamais pu être aussi silencieux que ça. Mais du coup, tu travailles une certaine ambiance avec du coup ce travail du son et ce travail du silence. Donc en général, il y a quelque chose qui est assez marquant. Il y a beaucoup de choses qui vont être travaillées également en sous-mixage. On va avoir des moments où des musiques qui vont commencer très très sous-mixées et puis ensuite devenir très très fortes quand quelque chose d'important va arriver par exemple. Et on va avoir généralement un travail d'ambiance assez calme. Il y a des petits passages avec des flûtes, des passages avec des carillons, des genre là, des sons qui sont plutôt doux et légers et qui pourtant sont là pour accompagner des choses qui sont particulièrement violentes. Et il y a le début de la scène de course-poursuite avec les motos qui, bien qu'ayant une musique assez rythmée, a quand même une musique qui est relativement calme par rapport à l'intensité d'une scène d'action en général. Mais alors justement, la musique, c'est vraiment le truc sur lequel il va falloir revenir avec ce film. C'est la décision d'avoir utilisé beaucoup de choses qui sont en acoustique. Déjà, de base. Pas vraiment du studio, mais beaucoup d'acoustique, et beaucoup de choses basées sur les bruits humains et les comportements humains. Il y a cette musique quand le chef des clowns arrive, qui est entièrement basée sur des respirations d'humains.
avec quelques percussions au-dessus. Et le thème principal de Akira, c'est ce truc joué avec, je sais plus comment s'appelle ce truc, mais je crois que c'est un truc avec des bambous, je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être un truc genre un marimba ou tout, genre là. Marimba, c'est encore un peu particulier. T'as vraiment cette musique qui est très particulière avec ces chœurs d'hommes japonais, et il y a des chœurs de femmes aussi, je crois, à un moment dans le film. Du coup, une musique extrêmement spirituelle, et qui est pas vraiment ce que t'as l'habitude de voir dans un film qui est basé sur cyberpunk, action, etc., science-fiction, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc c'est vrai que tout ça se travaille une ambiance très particulière dans le film, et ça renforce à mon sens ce que je disais du coup à la base, c'est que Akira est un film en bonne partie sur le potentiel humain, et c'est pour ça que l'humain est aussi important et qu'il est aussi mis en avant, y compris dans la musique. Bien qu'on ait des passages dans lesquels la musique devient vraiment musique, et même opératique, et véritablement opératique, parce que le climax est presque entièrement sous un orgue, donc on fait difficilement plus opératique qu'un orgue pour faire la fin du truc, de côté dantesque et destruction, etc. Mais c'est un savant mélange de percussions, de voix humaines et de certains instruments au moment où ils doivent s'utiliser, qui donne à Akira une ambiance qui est tellement particulière, tellement magistrale, tellement spéciale. C'est un film qui te rentre à l'intérieur, c'est un film qui te chamboule. Notamment la première fois que tu le vois, moi je vous avoue que ça fait un bout de temps que je connais le film, et du coup il commence à perdre un petit peu de son impact sur certaines scènes. C'est pour ça que redécouvrir par exemple certaines traductions, certains trucs peuvent être plutôt intéressants. Mais c'est vrai que la première fois que tu le vois, c'est juste, enfin ça te retourne complètement le cerveau, quoi. C'est aussi que beaucoup de films s'en sont inspirés par la suite, justement comme je le dis, donc ça a un côté moins extraordinaire quand tu le vois aujourd'hui, mais quand tu te souviens de l'impact de l'époque, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. Bref, j'espère que ça vous aura plu. En tant qu'analyse, j'espère surtout que vous aurez aimé tout ce qui parle de l'animation elle-même. C'est vrai que l'animation d'Akira est absolument géniale, révolutionnaire et magnifique et sublime. Et ce sera donc un plaisir de retourner la voir, l'animation, et le film en 4K, en salle. Je vous encourage du coup à y aller. Je vous rappelle, encore une fois, il vaut mieux aller avec un masque. Des gens m'ont dit que c'était pas obligatoire, il me semble qu'en principe les masques sont obligatoires dans tous les espaces clos et fermés. Mais, même si c'est pas obligatoire, faites-le. Ça sera toujours plus safe d'y aller avec un masque. Et franchement, c'est pas si désagréable que ça. Mais pour le coup, ouais, Akira en 4K au cinéma, ouais, il y a de quoi te donner envie de retourner au cinéma. En salle, pour le coup. Voilà, pour ce qui est donc de ce vlog sur Akira. J'espère que ça vous a plu, que j'aurais dû prononcer Akira. Avec un R qui ressemble beaucoup plus à un L en principe, mais c'est beaucoup plus facile de dire Akira. Surtout le nombre de fois où je le répète. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Allez voir ou regarder des films, c'est compliqué que celui-là. Ciao.